Yo les trashers! Saviez-vous que Disney avait sorti en 1957 un film à la gloire du nucléaire? Mickey, des bombes et de la musique joyeuse, c'est une association un peu inhabituelle. On y voyait un génie distribuer à l'humanité la science, la paix et la santé. Une vision qui tranche radicalement avec les images post-apocalyptiques et pessimistes qui fleurissent dans notre imaginaire contemporain. C'est ce qu'on peut voir dans les jeux vidéo comme dans Fallout par exemple. Mais le nucléaire, c'est avant tout une science fascinante, encore pleine de mystères et d'anecdotes complètement folles. Je vous propose de découvrir ensemble 5 de ses secrets les plus fascinants. Quand on utilisait le nucléaire, n'importe comment. Ah, les années 50. Une époque magnifique où aller voir des bombes atomiques exploser était une attraction touristique. Sur place, et pour papa, il y avait Miss Bombe Atomique, oui. Et quant au petit Bobby Junior, faut bien l'occuper, on a créé pour lui plein de jouets avec des barres d'uranium. Oui, l'Atomic Energy Lab ou le Radiumscope ont été de vrais jouets pour enfants. De la vraie radioactivité de 7 à 77 ans. L'uranium dit comme ça fait peur. Mais ce n'est pas nouveau. On l'utilise depuis le Moyen-Âge pour donner aux cristaux des lueurs magnifiques. Plus récemment, on l'utilisait même pour créer une couleur qui subjuguait les foules, le Radioactive Red. Et du coup, jusqu'en 1973, on produisait des assiettes qui affolaient les compteurs. Dites-vous qu'à une époque, l'idée d'avaler des substances radioactives était vue comme positive. Le raisonnement était simple. Si ça brille et que ça produit de l'énergie, c'est que ça doit être bon pour la santé. On a vu des cosmétiques et du dentifrice pour vendre votre peau et vos dents plus blanches. Nani? Ou des slips radioactifs plus efficaces que le Viagra pour redonner de l'énergie à votre zizi tout mou. Et pour moi, le pire, le Revigator. De l'eau radioactive chargée de radium. Et le problème du radium, c'est que certes, c'est très beau dans le noir, mais ça se fixe sur vos os, détruisant tout sur son passage. Eden Bayer, un riche entrepreneur, en a bu plus de 1400 bouteilles. Et il est mort 5 ans après. Des trous partout dans les os, la mâchoire arrachée de son crâne et un corps encore extrêmement radioactif pour les millénaires à venir. Aujourd'hui, on a heureusement fait beaucoup de progrès et des éléments hautement radioactifs dans votre quotidien, il n'y en a plus tant que ça. À part peut-être certains porte-clés fluorescents ou les signaux de sortie de secours qui contiennent du tritium. Bon, c'est de l'hydrogène radioactif qui peut briller dans le noir sans électricité, donc c'est plutôt pratique. Attention à la radioactivité naturelle. La radioactivité est quelque chose qui fait peur. Pourtant, tous les jours, vous y êtes exposés. D'abord, par le sol. Notre Terre respire et expulse constamment un gaz radioactif naturel, le radon. Celui-ci s'accumule dans les maisons et dans certaines régions de France, il peut atteindre des taux de 3000 microsieverts par an. Rien à côté des villes de Ramsar en Iran ou Kerala en Inde avec des pics à 150 000. Pour comparaison, rester un an devant le réacteur de Tchernobyl aujourd'hui, c'est 40 000 petits microsieverts. Et quand ce n'est pas dans le sol, c'est dans l'air. Plus vous êtes haut, moins l'atmosphère vous protège des rayonnements. Et du coup, devinez dans quel métier on reçoit le plus de radiation en France. Gagné, les pilotes et hôtesses de l'air. Un vol Paris-New York, c'est plus de 60 microsieverts reçus. Ok, sur un an, c'est pas tant que ça. Surtout à côté des astronautes. 6 mois dans l'ISS, ça peut aller jusqu'à 2 millions de microsieverts. Passé le champ de protection terrestre, les doses deviennent folles. Si intenses que les astronautes sur la Lune ont décrit des hallucinations visuelles à cause de la radioactivité. Et ceci, alors même que leur combinaison en absorbait déjà beaucoup. Ok, dans le sol, dans l'air, il existe une troisième source de radioactivité naturelle, la nourriture. Une banane contient naturellement un tout petit peu d'un isotope radioactif du potassium, soit 0,1 microsieverts pour une banane. Mais un aliment de votre quotidien sympathiquement nucléaire, c'est la cigarette. La plante absorbe très bien le polonium et le plomb radioactif qu'on retrouve en petite quantité dans les engrais phosphatés. Une cigarette, c'est 8 microsieverts. 2 paquets par jour pendant un an, c'est 100 000 microsieverts, autant que les ouvriers de Fukushima. Mais en vérité, il faut cumuler près d'1 million de microsieverts pour commencer à être en danger et développer des cancers. En vrai, le nucléaire à petite dose est inoffensif et on l'utilise même massivement en médecine. Une radio des dents, 8 microsieverts. Une mammographie, 100 microsieverts. Pour de gros scanners, on vous injecte même des substances radioactives comme le technétium, ce qui permet de détecter les cancers. Quant aux radiothérapies, elles vont exposer la tumeur à des doses extrêmes de radiation, mais de façon
très localisé. Il existe même des thérapies en cours d'étude qui vont attacher un atome de plomb radioactif à un anticorps qui va aller dans votre corps et qui va s'attacher à la tumeur cancéreuse et la détruire façon kamikaze. Comme quoi, ce qui nous fait peur peut aussi nous guérir. Comment fabriquer une centrale à la maison? Oui, c'est possible. Et c'est même à la portée d'un enfant. David Hunt, Taylor Wilson, Richard Rundle, Doug Coulter, autant de jeunes, et moins jeunes, qui ont défrayé la chronique en construisant des réacteurs chez eux. Une microcentrale était même capable de générer du plutonium. Dites-vous qu'en me baladant sur YouTube, j'ai même trouvé des tutos qui vous expliquent pas à pas comment faire. Enfin, je vous rassure, vous risquez fort de voir débarquer le FBI si vous tentez ça chez vous. Un des enfants a même tellement merdé qu'on a dû couler sa maison dans le béton, tellement elle était devenue radioactive. Et moi-même, je comprends qu'on puisse vouloir jouer au Walter White nucléaire dans sa chambre. C'est un domaine fascinant de la science. Prenons l'uranium. C'est un atome très lourd, genre... Une brique de lait d'uranium, ça pèserait 19 briques de lait normales. C'est un élément que vous pouvez trouver partout en petite quantité dans votre jardin. Il est en effet 36 fois plus abondant que l'argent et 675 fois plus que l'or. En posséder n'a donc rien d'illégal et vous pouvez même en trouver sur internet. Si vous avez l'occasion de le mettre dans une chambre nuageuse, vous verrez alors un spectacle fascinant, la radioactivité visible. Toutes ces lignes qui apparaissent, ce sont des particules éjectées. Mais alors, si c'est si facile d'avoir de l'uranium aux États-Unis, pourquoi tout le monde n'a pas sa petite centrale nucléaire tranquillou à côté du barbecue? Eh bien parce que il manque une étape, l'enrichissement de l'uranium. L'uranium naturel est plutôt inutile et pas très radioactif. Pour lui donner son plein potentiel, vous devez l'enrichir. 99,3% de l'uranium n'est pas utilisable, mais les 0,7% restants contiennent un grand potentiel, l'uranium 235. C'est la source du pouvoir. Si vous passez la concentration de 0,7% à 90%, vous avez littéralement de quoi faire une bombe nucléaire. Je vous rassure, aujourd'hui c'est interdit d'avoir de telles concentrations en France, mais on peut utiliser cette énergie monstrueuse à des fins pacifiques. Avec seulement 3% d'enrichissement, on fait de l'énergie. Mais comment on fait? Alors, ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas un secret, vous avez carrément des tutos sur YouTube. Faut juste bien s'accrocher. Donc on va voir la modification dans les fractions molaires dues à la centrifugation. La méthode qu'on utilise en France consiste à rendre l'uranium gazeux et le faire tourner très vite dans d'immenses turbines, un peu comme dans des essoreuses à salade. J'ai eu la chance avec Quantum de visiter les seules installations de conversion et d'enrichissement d'uranium en France, Philippe Coste et Georges Bèze II. On a pu voir des bâtiments impressionnants, jamais vus du grand public, dont une ancienne usine qui va bientôt disparaître. Peut-être les dernières images du lieu. Je vous invite à aller regarder ça en description. Bon, maintenant qu'on a notre uranium enrichi, on en fait quoi? Quand j'étais petit, je pensais qu'on mettait l'uranium radioactif dans ces grandes tours et paf, ça faisait de l'énergie. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. L'uranium enrichi chauffe de l'eau, qui chauffe de l'eau saine, qui se transforme en vapeur, qu'on fait refroidir dans ces grandes tours vides. Parce que oui, c'est beau, mais il n'y a rien dedans. Et si vous n'avez jamais vu un réacteur s'allumer, voilà. Si cette prouesse technologique de l'homme vous fascine, dites-vous qu'on ne l'a pas du tout inventé. Des réacteurs nucléaires, il en existe dans la nature. Il y a 2 milliards d'années, il y avait beaucoup plus d'uranium 235 sur Terre, 3%. Assez donc pour démarrer un vrai réacteur. C'est ce qui s'est passé au Gabon dans la caverne inondée d'Oklo. Des centaines de kilos ont été consumés pendant des millions d'années, assez pour construire aujourd'hui 6 bombes nucléaires. Impressionnant. Nucléaire et innovation. Comme vous le voyez, nous ne sommes qu'à la préhistoire de l'âge nucléaire. Ce que la nature a fait, il a fallu les meilleurs ingénieurs pour le reproduire et en faire de l'électricité. Cependant, ce processus avec l'eau chauffée à l'uranium est assez rudimentaire. Ok, on produit 10 000 fois plus d'énergie que le pétrole, mais on exploite à peine un tiers de l'énergie de la réaction. Avec des processus plus aboutis, on pourrait disposer d'une énergie démentielle. La première, ce sont les réacteurs à neutrons rapides. Ils utilisent d'autres combustibles comme le thorium ou l'uranium appauvri et on ne les met plus dans l'eau mais par exemple dans le sel fondu. Les déchets seraient alors réutilisables, le processus aurait de meilleurs rendements et la sécurité serait garantie puisqu'on enlève tout risque d'explosion de vapeur comme ce qui s'est passé dans toutes les catastrophes jusqu'ici.
Mais ne croyez pas les documentaires sensationnalistes et trop utopiques sur internet. Pourquoi rester prudent? Déjà parce que tout n'est pas parfait, et surtout si les réacteurs à ciel fondu n'existent pas encore, c'est que c'est difficile à mettre en œuvre. On y travaille depuis les années 1950. Bon, pour faire des avions nucléaires. Parce que oui, on a des sous-marins et des bateaux qui embarquent des centrales, forcément l'armée de l'air voulait son petit joujou capable de ne jamais se poser. Sauf qu'on s'est dit que faire voler une centrale nucléaire, c'était pas une bonne idée. Depuis, les travaux dans le civil ont bien avancé. Il y a déjà plusieurs réacteurs test en fonctionnement, comme en Inde qui a déjà le plus gros réacteur au thorium. Et même en France, avec le réacteur à neutrons rapides Astrid en projet pour la décennie future. Et la deuxième grande piste à explorer, c'est celle qui me fascine le plus, la fusion nucléaire. Si la fission nucléaire qu'on utilise aujourd'hui consiste à faire exploser des atomes, la fusion consiste à en créer. L'idée est de reproduire un soleil sur Terre, maintenu dans son tokamak par un puissant champ électromagnétique. Parce que oui, si ça touche la paroi, ça va pas tenir longtemps. Nous avions déjà créé le lieu le plus froid de l'univers en laboratoire, nous serions capables d'en créer l'un des plus chauds, 110 millions de degrés. Assez pour faire fusionner le cœur des atomes et créer de la matière. Dans une bouteille d'eau de mer, il y aurait autant d'énergie que 2 gros barils d'essence. Une énergie infinie. Toutes les nations du monde se sont unies pour construire ce réacteur en France, ITER, qui devrait faire naître son premier soleil en 2025. Malheureusement, ce n'est qu'un réacteur test qui ne produira jamais d'électricité. Et si ça se trouve, ça sera même impossible. Les plus optimistes espèrent un monde à l'énergie quasi illimitée en 2050, les plus pessimistes penseront que ça n'arrivera jamais. Alors, selon vous, est-ce que l'humanité doit tenter ce pari, ou plutôt se concentrer sur d'autres sources d'énergie? Personnellement, je crois beaucoup en la science et le travail des chercheurs. L'idée d'avoir une énergie infinie, c'est peut-être un doux rêve, mais j'ai envie d'y croire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à voir d'autres de mes vidéos qui mixent science et histoire. Je voulais particulièrement remercier Urano qui nous a aidé à produire cette vidéo en toute liberté, mais surtout nous a ouvert les portes de ses laboratoires d'enrichissement. On se croirait dans James Bond à dire ça. Bref, discuter avec les scientifiques, voir les technologies de pointe qu'ils utilisent, c'était passionnant et je vous invite à aller voir notre vidéo d'exploration là-bas, on y a vu des choses. Allez les amis, ciao!